Merci déjà à tous d'être ici. Je remercie DevOps d'idées et l'Orga de m'avoir invité et d'avoir accepté que je parle de ce dont je vais vous parler justement dans quelques instants. Je m'appelle Philippe Charrière, je suis Senior Technical Account Manager chez GitLab. Alors GitLab, c'est une petite boîte qui fait de la gestion de code source et qui fournit une application en mode open source ou en mode as a service pour faire de la gestion de code et de la CI. Technical Account Manager, ça veut dire quoi? Je suis un peu comme le Alfred de Batman et mes clients, c'est Batman, ou Batman, c'est mes clients. Et donc, je suis une sorte de concierge pour les clients et il faut que je leur trouve des solutions. Pas que technique, ça peut être métier ou d'autres sujets. Je vais parler un petit peu de GitLab par moment dans mes exemples, parce que c'est quand même mon outil de tous les jours, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mon sujet, c'est comment avoir plein d'ordinateurs dans votre navigateur avec un joli produit qui existe en SaaS, mais pas que, qui s'appelle Gitpod. Alors, avec un nom comme ça, vous devinerez que c'est quand même vachement lié à tout ce qui est repository Git. Alors, mon histoire avec Gitpod, je vais vous expliquer comment ça a commencé. Avant ma vie avec GitLab, avant que je découvre Gitpod, c'était l'utilisation. Alors, bon, c'est un peu petit, mais peu importe. On a dans GitLab quelque chose qui s'appelle le Web IDE. Donc, ça s'exécute côté navigateur. Hein, c'est une web app qui vous permet de naviguer dans votre code source, voire même de faire des modifications et de lancer des commits à partir de la web app. Super pratique pour aller modifier un petit bug rapidement, faire de la doc pour les gens qui ne sont pas dev, nickel. Pour faire du dev toute la journée, c'est pas une bonne idée. Je l'ai fait pour préparer des démos, mais au bout d'un moment, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais c'est pratique. Et ça utilise le composant de Microsoft qui s'appelle Monaco Editor. Donc en fait, c'est un composant JavaScript qui vous permet de créer des éditeurs web. J'ai pas vérifié, mais je pense que Visual Studio Code doit utiliser une partie du Monaco Editor. Donc c'était pas mal, mais je cherchais une solution alternative et je voulais quelque chose que je n'installe pas sur ma machine, parce que ma machine, c'est pas celle-là ma machine de base. Mais c'est un vrai zoo, j'ai installé tellement de trucs que de toute façon, il n'y a rien qui marche. En cherchant un petit peu dans les issues de GitLab, j'étais tombé sur, alors c'était il y a 2 ans, alors maintenant l'issue est close puisque le problème n'existe plus, enfin ou la question n'existe plus. On avait un product manager, c'était même le boss des product managers, Marc Punzak, alors il n'est plus chez nous, qui disait que ça serait bien qu'on fasse un POC avec Eclipse TIA pour remplacer le Web IDE en fait. Et je me dis ouais, c'est pas mal. Et je voyais en bas, il y avait un petit lien vers taide.org et un autre vers une boîte qui s'appelle Typefox. Et en fait, je vais sur Typefox et il parlait d'un produit qui s'appelait Gitpod, un IDE en ligne en un seul clic et à base d'Eclipse TIA. Alors Eclipse TIA, ça ressemble quand même beaucoup à du VS Code. Donc j'ai commencé à l'installer. En creusant un petit peu et avec les mois qui sont passés, on s'est aperçu qu'il y avait en fait Gitpod avait fait le support pour GitLab. C'est-à-dire à l'époque c'était un plugin Chrome par exemple ou un plugin Firefox qui vous permettait d'ouvrir votre repository à l'intérieur d'un Eclipse TIA en mode web. Et puis les ingés de GitLab, alors la grande histoire d'amour c'est surtout pour moi, je suis devenu fan du produit, mais les ingés de GitLab et de Gitpod ont bossé ensemble et ils ont fait plus de choses pour l'intégration. Alors j'en parlerai plus loin, ou alors c'est mes slides qui se sont inversés, je ne sais pas. Je tiens à préciser que je ne travaille pas pour Gitpod, donc je ne gagne pas d'argent quand je parle de Gitpod. Ils m'ont quand même envoyé des chaussettes et des stickers, mais c'est la seule chose que j'ai gagnée. Si je devais définir Gitpod, alors je l'ai fait sur Twitter, j'ai dit que pour moi c'est que chaque comment ça s'appelle, onglet, merci, de mon navigateur devient un ordinateur et où que je sois avec n'importe quelle machine. Donc ça c'est super sympa parce qu'il y a un gars de chez Gitpod qui se disait que finalement, initialement, ils avaient peut-être mal défini ce qu'était leur produit en disant que c'était juste un IDE online. Ce n'est pas le cas, ça va un peu plus loin, on va le voir quelques temps après. Donc pour moi, c'est des ordis dans mon navigateur et j'adore ça. Je fais une démo rapide déjà pour histoire que vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble.
Ce n'est plus de l'Eclipse Theia, c'est du Visual Studio Code. C'est la même base de code, mais ils sont passés à VS Code plutôt que Eclipse Theia. Alors, il y a tout un historique, pourquoi, c'est expliqué sur leur blog, je vous laisse aller voir. Quand vous vous connectez à un repository, alors là en fait je fais gitpod.io / et l'URL de mon repo qui est sur GitLab. Mais vous pouvez l'avoir avec du GitHub ou du Bitbucket, ce sera pareil. De base, il a une image Docker qui va monter, il va créer un workspace à partir de cette image Docker. Donc voilà, je suis dans un VS Code. Je peux faire ce que je veux. Il y a une image Docker avec plein de choses dedans. C'est une base Debian, voire peut-être Ubuntu même. Comme dans VS Code, je peux lancer des commandes, regarder ce qu'il y a dedans. Donc en fait, il m'a monté un container avec plein d'outils. Là, on ne voit pas bien parce que mon thème est un peu foncé, mais par exemple, alors c'est du container, donc le chiffre, est-ce qu'on peut se fier au chiffre exact? Je ne sais pas, mais il fournit quand même quelque chose avec 62 Go de RAM et un paquet de CPU. En fait, quand je dis que vous avez un ordinateur dans un onglet, c'est que vous avez réellement un ordinateur dans un onglet, qui est plus puissant que mon Mac, en fait, là. Donc c'est très, très pratique. Donc là, c'était premier contact avec Gitpod, il suffit d'ouvrir avec l'URL. On verra plus loin que ça peut être même encore plus simple. Donc, on peut aller effectivement beaucoup plus loin. Alors, si je vous reparle de Gitpod, c'est une solution SaaS. Donc, c'est à base de VS Code en mode cloud qui vous permet de créer des workspaces. Donc, c'est un environnement de développement. C'est un IDE avec un environnement de développement et d'exécution. Donc, si vous lancez, je sais pas, vous faites un site avec Fastify, qui est le successeur un petit peu d'Express.js, et que vous le lancez, vous pouvez l'exécuter dans Gitpod et va vous fournir une URL sur laquelle vous pourrez vous connecter pour faire des tests. Donc, en gros, un projet à base de Git, ou un projet Gitpod, en tout cas, c'est un projet à base de Git, et c'est configurable. On va voir ça plus loin. Il y a 4 plans, dont un qui est gratuit. Alors, le plan gratuit vous permet d'utiliser 50 heures par mois pour de la découverte, pour si vous n'êtes pas fada comme moi et que vous ne codez pas la nuit, le matin et le week-end, ça suffit largement pour vos side projects. Et après, vous avez d'autres plans, donc ça va de 8 à 35 euros. Je pense qu'il y a même un plan supérieur, mais là, il faut contacter les commerciaux. J'étais il y a peu de temps, j'ai fait tous les plans en fait. Je commençais à free, je passais à 8, mais je m'en sers pour le boulot aussi. Je suis passé à 23, et puis depuis quelques temps, je suis passé à 35 parce que je fais des trucs un peu barrés. Gitpod est open source. Il y a une version que vous pouvez vous installer vous-même si vous le souhaitez. Là, l'avantage du service SaaS, c'est que je n'ai pas à m'enquiquiner à l'installer, à savoir comment ça marche, à maintenir un cluster cube ou des choses comme ça. Pour les projets open source, alors j'allais dire digne de ce nom, c'est pas le terme, mais moi si je fais un projet open source, je peux pas aller voir Gitpod en leur disant s'il vous plaît faites-moi le truc gratuit. On va dire pour les projets open source qui ont une grosse communauté, c'est gratuit. Pour les étudiants aussi, donc c'est bon à savoir. Non, je pense qu'il y a quelques étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Vous venez de Montpellier? Ouais, c'est ça. Donc vous en parlerez à Arnaud, mais normalement le Gitpod vous pouvez l'avoir gratis à la fac. Donc si ça vous dit, essayez. Si j'arrive à vous convaincre, en fait. Donc, c'était peut-être la réponse à toutes mes addictions technologiques. Je suis on pourrait dire, une espèce de serial créateur de side project. Et je sais pas, j'en ai des centaines. Alors, ils ne tournent pas tous, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai une espèce de boulimie technique. Et Gitpod, je me suis aperçu que ça allait me faciliter la vie justement pour apprendre un nouveau langage. Là, j'ai décidé de me mettre à la fois à Go et à Rust, de tester de nouveaux frameworks. Alors, d'habitude, je le fais sur mon laptop et mon laptop ne marche plus très bien, il est un peu instable. Mais des fois, j'ai aussi besoin de valider des points techniques pour des clients. Alors, comme mon laptop est pourri, ça devient problématique. Alors, j'ai essayé de lancer plein de VM sur ma machine, mais au bout d'un moment, c'était instable. Pareil avec les containers, mais avant GitLab, j'étais dans une boîte qui était un peu anti-container, donc pour moi, je suis un petit peu débutant avec ça. Pour faire des démos, ça va me servir maintenant aussi quand je fais des Twitch. Je peux faire des démos super facilement, avec une probabilité que ça fonctionne qui est beaucoup plus élevée que d'habitude. Donc, alors j'ai pris un peu d'avance sur ce que je voulais dire, mais quand je dis que mon laptop il est instable, c'est un vrai zoo, j'ai installé trop de choses dessus.
quand je veux reproduire quelque chose, ça marche jamais pareil, jamais de la même façon, je ne sais pas pourquoi. Et en termes de VM, alors je me suis acheté un laptop de fou avec 64 Go de RAM, je peux lancer plein de VM, mais le problème c'est que je ne sais pas pourquoi, ça le fait un peu souffler et décoller. Donc ça devient pénible. Alors moi j'avais besoin de quelque chose de puissant et qui soit stable et pas compliqué. Parce qu'à la base je suis un dev, donc tout ce qui est système ça me saoule, tout ce qui est infra n'en parlons pas, et en plus j'y comprends rien. J'avais besoin aussi de quelque chose qui me permette de bosser de n'importe où. Cette photo, c'est vraiment, là c'est une petite tablette Android dans laquelle je fais tourner un navigateur qui lui est connecté à Gitpod. Et quand j'en ai marre, que j'arrive pas à faire des trucs, je pars, je prends mon vélo, je me casse, je vais au parc et je bosse dans l'herbe. Mais j'ai quand même besoin de puissance. Donc maintenant, j'ai plusieurs cas d'usage. Alors je ne peux pas les passer tous parce qu'ils ont refusé de me donner 3 heures pour faire le talk. Donc je vais essayer d'être rapide et de vous en passer quelques-uns. En cas d'usage ou cas d'utilisation, peu importe, avec Gitpod. Il y a le side project pour apprendre. Moi, par exemple, je vous ai dit, je veux faire du Rust. Puis, comme j'aime faire les choses simplement, en même temps que Rust, je voudrais faire du Wasm. Et puis, en même temps, le projet Wasm pour l'intégration, faire du Node dans le même projet. Puis, pouvoir faire des tests de charge pour voir ce que je suis en train de coder. Est-ce que c'est complètement débile ou est-ce que ça peut finalement tenir un peu la dragée haute à d'autres frameworks. Là, c'est un peu orgueilleux et un peu... mais donc j'ai besoin de plein de choses. Et là, par exemple, il y avait un gars qui disait qu'en moins de 50 minutes, il avait pu monter toute sa stack pour développer en Rust. 50 minutes, honnêtement, le gars, il n'est pas bon, il est lent, quoi. Mais parce qu'on peut aller beaucoup plus vite. Alors après, moi, j'ai l'habitude de bosser avec Gitpod depuis plus longtemps, donc c'est peut-être pour ça. Donc, par exemple, j'ai besoin régulièrement, alors j'ai des templates pour ça, mais de projets prêts à l'emploi et réutilisables. Alors, à savoir que dans Gitpod, je vais vous le montrer, je vais le lancer d'ailleurs, vous avez 2 fichiers pour faire la config et définir votre environnement de dev, d'exécution et de compilation. Donc, je vais ouvrir ce projet-là. Donc, c'est un projet GitLab. Je vous le montre sur GitLab, parce que bon, je bosse chez GitLab, donc je n'ai pas envie de mettre mes projets ailleurs, mais ça fonctionne pareil sur du GitHub et presque pareil sur du GitHub et sur du Bitbucket. Il y en a qui utilisent du Bitbucket? Ouais, donc vous pouvez aussi utiliser Gitpod, vous n'êtes pas perdu, vous avez au moins ça. Normalement, pour l'utiliser dans autre chose qu'avec GitLab, il faut installer un plugin Chrome ou Firefox. Depuis quelques temps sur GitLab, vous avez un petit bouton qui est ici qui vous permet d'ouvrir votre projet ou avec Gitpod ou avec le Web IDE. Donc moi, je vais l'ouvrir avec Gitpod. Hop. Donc là, comme j'étais sur la branche master, ça va m'ouvrir le projet en faisant un checkout sur la branche master dans un environnement dans lequel j'ai préparé mon code que j'aurais dû vous montrer juste avant, parce qu'en fait là, il est en train de récupérer une image Docker que j'avais préparée à l'avance avec tous mes outils. J'ai fait le truc un peu à l'envers, quoique je dois pouvoir ruser pendant que ça se charge. Oh finalement, ça a été plus rapide que ce que je prévoyais. Donc, ça, c'est un projet dans lequel j'ai déjà inscrit pas mal de mes outils. La base, vous pouvez définir à Gitpod que vous... Est-ce que c'est lisible? C'est juste? Ouais, mais toi, tu es vieux en même temps, donc tu vois pas bien. Alors, j'agrandis un peu. C'est bon? Ah, putain, c'est trop gros maintenant. Donc, vous pouvez lui définir une image Docker. Moi, j'ai tendance, je suis feignant, j'utilise l'image Docker de Gitpod parce qu'elle a plein d'outils déjà et qu'elle est bien faite et qu'en plus, je suis une bille en Docker. Et après, je lui dis, j'ai besoin d'outils. Par exemple, j'utilise HTTP-IE, c'est un espèce de curl amélioré, qui va être codé en Rust, je crois. J'utilise un petit outil qui s'appelle E, qui est codé en Go et qui permet de faire des tests de charge super facilement. Je n'installe pas Rust parce qu'en fait, ça y est déjà dans l'image Docker. Par contre, j'ai besoin de faire du Wasm, j'installe wasmpack. Et je fais ça dans mon image Docker. Après, j'ai un fichier qui s'appelle .gitpod.yml qui me permet de dire, eh ben tiens, tu utilises ça pour l'image Docker. Donc ça pourrait être totalement autre chose, hein. Mais vous pouvez même le faire pointer sur une image Docker qui est sur une registrie ailleurs. Et après, je peux lui définir des tâches au démarrage. Par exemple, là, je lui dis, j'aimerais bien que tu me récupères Wasmer et que tu me l'installes.
Là, je l'ai fait, et ça se fera à chaque fois au démarrage, je ne l'ai pas fait dans l'image Docker pour une bonne et simple raison, c'est que je ne suis pas arrivé à le faire. Mais ça, c'est mes compétences Docker, je pense. Je lui dis de me faire un npm install. Comme ça, à chaque fois que je vais démarrer mon workspace, il va me télécharger toutes mes dépendances JavaScript. Et je peux même lui dire de me créer des terminaux à l'avance avec des environnements dont j'ai besoin. Vous pouvez aussi ouvrir des ports et les rendre publics. Vous pouvez connecter des extensions Visual Studio. Elles ne sont pas toutes compatibles, mais là, globalement, les plus connues qui sont sur l'espèce d'App Store ah, je vais y arriver, des extensions. Tu m'as dit que ça s'appelait ouais, voilà, la marketplace, sont utilisables. Donc ça, c'est pratique. Et après, j'ai tout mon environnement. Donc là, par exemple, mon projet, il servait à quoi? Il sert à builder un code Rust qui est ici. Donc je peux changer les choses. Alors attendez, je vérifie juste dans quel slide j'étais. Ok. Donc je peux builder, par exemple, je vais faire ça. Hop. Et j'ai toute ma toolchain Rust qui fonctionne, alors que j'ai quasiment rien eu à faire. Et ça, je vais pouvoir le reproduire sur plein de projets. Donc c'est super pratique. Alors la première fois, c'est un peu long, la toolchain Rust. Hop, on va y arriver. L'autre avantage, c'est que toute la puissance du truc est déportée à l'extérieur, donc vous bossez avec n'importe quoi et ça marche. Enfin, si vous avez un navigateur digne de ce nom. Donc là, il a fait le build, il m'a rajouté mon fichier Wasm ici, un petit fichier JavaScript qui va me permettre de l'utiliser facilement. Du coup, j'ai un fichier JS qui me sert de serveur HTTP et qui charge le fichier Wasm et puis que je peux appeler ensuite dans une route. Donc je vais juste le montrer pour... je vais faire un npm start. Donc là, c'est comme si j'étais à la maison, je peux lancer ce que je veux. Vous voyez qu'il écoute sur le port 8080. Je vais aller dans un autre terminal. Je dois avoir un fichier, je dois avoir un exemple de... On va y arriver. Ouais, je vais le lancer direct, ce sera plus facile. Donc, je peux tester mon service en ligne et je peux même faire du test de charge. Normalement, c'est assez rapide. Hop. Voilà. Donc, en finalement moins d'une minute, je peux reproduire ça super facilement et c'est super pratique. Je vais passer à la suite. Ça me permet aussi, du coup, Gitpod et son intégration avec GitLab d'améliorer mon workflow de développement. On a eu d'abord l'intégration native que je vous ai montré, et puis cet été, vers la fin du mois d'août, on a rajouté quelque chose qui permet, en faisant une merge request, de pouvoir ouvrir un workspace dans le contexte de la merge request. Donc je vous montre ça juste rapidement. Il faut que je retourne sur mon projet, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, j'avais créé des issues à l'avance. Tout à l'heure, j'affichais un petit emoji, je crois, quand j'appelais ma requête. Bon, peu importe, on va aller modifier le code. Donc, par exemple, j'ouvre une issue. Je veux modifier l'emoji. Je lui dis, je crée une merge request. Donc maintenant, je bosse toujours que dans ce sens-là, en fait, quand je code. J'écris ce que je veux faire et après, je fais une merge request. Et là, je suis dans ma merge request. Je peux ouvrir mon contexte via Gitpod. Donc, il me recharge l'image Docker. Normalement, ça doit aller un petit peu plus vite. Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, il rebuild l'image au bout d'un moment pour être sûr que tout soit clean. Donc là, je suis en train de travailler sur la branche master, mais je peux travailler en parallèle sur la branche de ma merge request. On va juste le faire rapidement. Hop. Donc, ça se charge. Quelques petits trucs. Donc, si je vais modifier mon code et que je vire le citron et que je mets un renard à la place.
Voilà, j'ai l'impression que normalement, il m'affiche la... Je pense que j'ai des trucs qui ne sont pas chargés, mais ça ne devrait pas gêner. Donc, je vais faire un build. Hop, hop, hop. Donc, la branche master, j'en ai plus besoin. Le build, il est en train... Donc, c'est l'effet démo. En attendant que ça build, je vais passer à la suite. J'en étais où? Donc j'en étais là. Hop. Voilà, ça build. Heureusement que je l'ai fait en reste et pas en scalable, ça serait beaucoup plus long. On y est presque. Voilà, donc si je lance mon serveur et que je fais un query de ma modif, j'ai bien mon renard. Donc après, je peux faire un git add git commit-m et un push. Et si je retourne sur mon projet, il n'affiche pas. Hop, si je retourne sur mon projet dans ma merge request, je peux aller vérifier que mes changements ont bien été committés. Donc le jonglage, on va dire, entre l'IDE et entre Gitpod et GitLab est plutôt facile. Allez, je passe à la suite. View, slideshow. Un autre gros avantage de Gitpod, c'est que quand vous faites des hands-on, enfin des workshops dans les confs, en général, ça ne marche jamais. Il y en a qui font des workshops déjà. Ouais, pas beaucoup. Parce que, après, je peux comprendre, hein, parce que c'est souvent ça plante. J'ai eu une époque, j'ai fait un workshop Scala je crois que c'était à Riviera-Dev. Et il y a un gars qui m'a dit, monsieur, j'ai un Windows 32 et sur mon poste, ce que vous avez fourni, ça ne marche pas. J'avais pensé à tout, à Linux, à Windows, à Mac, mais que ce soit en architecture 64 et en 32, c'est jamais passé. Le gars n'a pas pu bosser, n'a pas pu faire le workshop. Et en plus, m'en a voulu. Il m'a dit, vous auriez pu y penser. À ce moment-là, j'ai décidé que peut-être je ne ferais plus jamais de workshop. Et ce jour-là, en plus, pas de bol. Il y avait un gars aussi qui avait un Linux 32. Là, maintenant, pour louper un workshop, ça devient beaucoup plus difficile. Vous fournissez aux apprenants quelque chose qui marche tout de suite. Et comme il y a un plan qui est free, ça leur permet de le faire sans problème. Et au lieu d'attendre une demi-heure ou 3/4 d'heure que tout le monde ait installé tout et que ça fonctionne, là, c'est en 5 minutes, c'est fait. Le seul truc qui pourrait ne pas marcher, c'est que si vous avez dans les apprenants quelqu'un qui a déjà un compte free et qui a utilisé 49 heures de son compte, il sera couillonné. Mais par contre, l'expérience de vos utilisateurs, à part si ça arrivé, et... Ah, c'est parti. Donc, alors, de mémoire, l'expérience des utilisateurs, si ça arrivait, leur expérience, non, si ça n'arrivait pas, leur expérience utilisateur serait bien meilleure. Donc, en attendant, ouais, en fait, j'ai fait par exemple, j'ai un workshop que les gens peuvent faire tout seuls. C'est un projet qui est sur GitLab, mais qui pourrait être sur GitHub. Vous l'ouvrez, il y a un README, ça vous dit tout ce qu'il faut faire et vous n'avez rien à installer parce que c'est déjà tout configuré. En fait, bon, alors, je vous explique le workshop en quoi il consiste et puis de toute façon vous aurez les liens après, donc on verra. Mais il y a une petite boîte qui s'appelle Suborbital et qui propose une toolchain et un contexte d'exécution pour faire du microservice en WASM, mais super facilement. Donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de savoir comment c'est en train de fonctionner ou pas. Et ces gars-là, ils m'ont vachement plu parce que moi, c'est pas forcément mon domaine et c'était super facile. Donc, j'ai utilisé et pour leur faire de la pub, j'ai fait un workshop ou un hands-on.
Donc globalement, ce workshop, vous l'ouvrez avec Gitpod, vous cliquez sur un bouton, ça vous ouvre le workshop, et vous n'avez qu'à suivre les instructions, sans l'install, et ça marche tout de suite. Donc pour comment dire, pour apprendre à utiliser quelque chose de nouveau, c'est super facile et vous ne vous préoccupez pas de tout ce qui est compliqué. J'ai une petite question par rapport au merge request. Là. Oui. Tu crées le merge request et après tu modifies ton code. Oui. Dans le cas où tu as un pipeline qui build automatiquement dès que tu crées ta merge request, par rapport aux validations, etc. Ouais. Il y a moyen de désactiver ça ou de avoir une validation une fois que tu as modifié ton code, parce que du coup tu peux créer une merge request vide quelque part au départ qui peut être validée avant de... Tant qu'elle est vide et que tu n'as pas commité ton code, le pipeline ne sera pas déclenché de toute façon. Okay. Et si tu veux éviter que le pipeline se déclenche, dans ton message de commit, entre crochets, tu écris skip CI et ça passe tout seul. Okay. Mais tant que tu n'as pas commité, normalement ce qui déclenche un pipeline, je vais y arriver sur GitLab CI, c'est le fait qu'il y ait une modif sur une branche. Okay, merci. Alors, continue à poser des questions. Hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire du pair programming, être à plusieurs sur la même instance ou pas? Ouais. Moi, je l'ai jamais essayé. Tu l'as essayé, toi? Ouais. Donc, il y a double confirmation, mais lui, Thierry, là-bas, en face de moi, un autre Lyonnais, a essayé. Oui, tu peux. Ouais. D'accord. Merci. Mais moi, je suis un ours, je travaille tout seul. Ouais, à distance, ouais. Oui. Juste une question par rapport à l'intégration avec GitLab. Oui. Est-ce que c'est disponible aussi en on-premise? Ouais. Ok, à partir de n'importe quel plan. Alors, oui, l'intégration avec GitLab, si tu as un GitLab on-premise et que tu te mets un cluster cube avec du Gitpod on-premise, tu auras l'intégration. Alors, je ne l'ai jamais testé. Hein. Je te dis le truc comme ça sur 2 mois, mais je ne l'ai jamais essayé, mais théoriquement, tu l'as. Après, sinon, c'est juste un lien à utiliser. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Normalement, elle n'est pas finie. Mais... On va attendre la fin. J'ai une petite question par rapport si on a plusieurs applications qui lancent plusieurs serveurs. Ouais. Et dans ce cas, comment ça se passe la communication entre plusieurs workspaces, quoi? Alors, si j'avais accès à mon écran, c'est pas le cas. Mais en fait, tu as une commande. Ouais, ça revient. Tu as une commande en fait de Gitpod. En fait, quand tu montes un workspace Gitpod, de base, tu as une CLI qui est installée qui s'appelle GP pour Gitpod. Et tu fais GP URL 8080 par exemple. Et si tu as dit que ton port 80 était public, ça va te donner une URL. Et tu pourras utiliser cette URL et l'appeler .workspace ou en local ou des choses comme ça. Après, il y a une notion je le cite juste à la fin, tu as une notion de tunneling aussi qui existe, qui est en cours. C'est plus ou moins en bêta. Parce que pour l'instant, ce n'est pas un tunneling à 2 voies, c'est que dans un sens. Enfin, quand j'ai fait les slides, c'était que dans un sens. Mais qui te permet d'utiliser un VS Code local et de te connecter à un workspace. Et en bêta, tu peux faire la même chose avec du IntelliJ, par exemple. Donc, mais oui, c'est tout à fait possible. Mais du coup, ça va dans le même sens. Est-ce qu'on a une IPv4 publique avec sur chaque container? C'est-à-dire que si je fais du web, est-ce que je peux tester mon site web en live? Ah oui, ça c'est sans problème. Moi, il m'arrive des fois, j'ai besoin de faire des démos de déploiement de quelque chose et j'ai pas envie d'aller monter une instance de quoi que ce soit. Je m'ouvre un Gitpod et je fais tourner et je déploie dans le Gitpod en fait. Et ça me sert tant que je dépasse pas le timeout, ça me sert de serveur en fait. Mais donc, avec une IPv4? Je sais pas si c'est une IPv4, moi j'y connais rien en IP. Une IP quoi. Normalement, il te donne un nom de domaine, mais je pense que tu as. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais, tu utilises que le nom, tu donnes pas une adresse IP. Voilà. Je demande à. C'est comme. Je demande à un ami. Alors pendant que j'essaye de switcher à mon autre écran, s'il y a encore une autre question, je prends. Hop. Display settings. J'ai juste une petite question. Oui. En termes de DE et le terminal, est-ce qu'on peut lancer des commandes Docker à l'intérieur? Oui. D'accord. Et je vais en parler tout à l'heure. Okay, ça va. On voit mon écran. Ouais, super. Je vais peut-être sauter certains slides du coup. Allez, on se dépêche avant que ça reparte.
Alors, c'est pas la même définition cette fois-ci. Moi, ça a l'air d'être lisible. Donc, mon workshop, je vous ai expliqué comment ça marchait. Je ne vais pas vous faire la démo. À la limite, vous aurez le lien. Vous pouvez aller l'essayer si vous avez envie de faire du Rust de manière assez facile et transformer ça en microservices. C'est super simple. Quand je dis c'est super simple, c'est pas une blague. Hein. J'y connais rien en Rust. Je suis une bille, mais j'arrive à faire des trucs rigolos avec. Et suborbital, c'est plutôt sympa. L'autre avantage de GitPod, c'est que ça vous permet de contribuer beaucoup plus facilement au projet open source. C'est-à-dire, enfin, c'est surtout que ça permet aux gens qui maintiennent le projet open source d'offrir finalement un outil qui va vous permettre, de vous mettre dans l'outil et finalement de commencer tout de suite à coder, de faire des tests sans être obligé des fois d'installer des SDK super compliqués et qui font qu'à un moment donné, vous dites « ouais, bah, finalement, je ne vais pas faire ». Donc ça va faciliter la vie des nouveaux. C'est pas que sur les projets open source d'ailleurs, hein, sur un projet en interne, c'est pour onboarder des nouveaux arrivants. Ils ont déjà toute leur config qui est prête. Je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, vous pouvez gagner des jours, enfin au moins des heures en tout cas. Donc ça intéresse plus les chefs de projet. Donc moi par exemple, j'ai contribué toujours pour Suborbital. Ils ont un petit projet SAT. Et je leur ai juste fait alors je monte le projet pour la pub. Alors j'ai perdu mon curseur. Hop. Je leur ai juste fait le Gitpod Dockerfile et le Gitpod YAML. Et vous voyez que c'est sur GitHub. Hein. Donc quand je vous dis que ça marche sur les deux, c'est vrai. Et Connor, quand j'ai fait ça, il m'a dit j'accepte ta merge request, mais par contre je veux qu'il y ait le petit bouton Open Gitpod. Donc c'est purement marketing et en même temps c'est la personne, elle lit le README, elle clique dessus, ça lui charge le projet avec tous les outils. Donc ça pour démarrer c'est juste génial. Et du coup il faudrait que, par exemple moi je participe, alors beaucoup moins, mais je participais à un projet qui s'appelle Golo. C'est un langage qui est fait à base d'invoke dynamique. Et par contre pour le compiler c'est un petit peu chiant à monter toute la toolchain. Donc j'ai fait tous les fichiers Gitpod pour que quelqu'un qui arrive dessus, ça lui monte en environnement. Avec le compilo, il a juste à lancer son script Gradle et ça marche tout de suite. On va pas attendre que ça se lance parce que quand même j'ai perdu un peu de temps. C'est mort? Ah, c'est encore perdu. Décidément, j'ai... alors, je peux continuer de façon sans écran et puis... essayez d'imaginer. Et si vous avez des questions en plein milieu, posez-les, on en profitera. Bon, pour moi, honnêtement, ça me sert aussi vraiment à tester quelque chose rapidement sans pourrir ma machine. Alors, il est déjà pourri, mais en tout cas, ce que je vais tester, ça va fonctionner et ça va marcher. J'ai des amis qui sont DevRel dans des boîtes et on leur file des portables sur lesquels ils sont loqués, ils ont le droit de rien installer. Donc, par exemple, quand ils doivent faire des tests avec Docker et tout ça, c'est un petit peu compliqué, ça ne marche pas. Et ils le font avec Gitpod, en fait. Parce que dans Gitpod, vous êtes dans un vrai ordi. Alors, tu avais une question tout à l'heure, je ne pourrais pas faire la démo, mais tu peux faire du Docker Compose dans Gitpod. Donc, par exemple, moi, j'ai un gars au boulot, un solution architecte, il me dit, je ne me rappelle plus comment on utilise les métriques Prometheus dans GitLab, mais en dehors de celles fournies par Kubernetes. Moi non plus. Donc, et je me dis, putain, il faut que je me monte un Prometheus, un Grafana, un machin. Donc, c'était une de mes démos, c'est dommage, mais j'ai trouvé un projet. Il y a un gars qui faisait une démo de ça. J'ai cloné son projet. Je l'ai lancé avec Gitpod. J'ai fait Docker Compose. Le fichier Compose était fourni. Et j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai pu faire mes tests ça m'a pris 5 minutes pour trouver un projet de démo simple. 5 minutes pour le lancer. 5 minutes pour vérifier. Alors qu'avant, ça me prenait bien la journée quand même parce que mes installs ne marchaient jamais. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Donc normalement, c'était le slide et la démo dont je voulais vous parler. Donc ça, c'est pas grave. Je m'en sers aussi pour quelque chose d'assez pratique. Je tente de me former depuis le début du confinement. Alors j'ai appris, comme ça fait 2 ans, j'ai appris quelques trucs à Kubernetes, parce que chez GitLab, on dit que GitLab, il y a une intégration Kube qui permet de facilement déployer sur du Kube, de faire tourner les runners dans du Kube et tout ça. Donc, ça faisait des ordres de ne pas savoir s'en servir. Et maintenant, en fait, j'ai un projet à partir duquel je crée mes clusters à partir d'un projet Gitpod. Et j'ai tous mes scripts de création. Et dans ce même cluster, j'ai mes outils comme la kubectl, comme K9S et tout ça. Et je les lance dans mon projet. Et je peux piloter mon cluster, l'administrer. Et pour monter des démos, c'est super facile.
De la même façon, qui utilise GitLab? Ah, ça, c'est super sympa. Qui utilise GitHub? Ouais, aussi, quand même pas mal. Non, sur GitLab, vous utilisez gitlab.com? Un peu moins, si, ouais. Il y a des share runners, donc ça vous permet de faire de la CI à pas cher, mais des fois, ils sont longs. Ils sont vraiment longs, parce qu'en fait, tout le monde les utilise. Et moi, je fais des démos à des clients, et des fois, j'utilise les share runners, et je regrette de l'avoir fait, parce qu'il faut que je meuble, comme aujourd'hui, par exemple. Et que j'attende que les runners tournent. Du coup, en fait, j'ai des projets Gitpod avec des scripts qui me montent des runners dans Gitpod. Et après, j'ai plus qu'à les enregistrer sur mes projets et ils tournent super vite. Tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai fait un hashtop, j'avais 64 Go de RAM et je ne sais plus combien de CPU, je crois 14 ou un truc comme ça. Pour avoir des jobs en parallèle plutôt que d'attendre qu'ils s'exécutent les uns après les autres, j'ai un projet Gitpod avec 6 runners dedans et j'ai des démos qui filent toutes seules. Donc j'ai peut-être un peu détourné l'utilisation de Gitpod, mais pour moi, c'est super pratique. Donc ça, c'était le Kubernetes, je vous en ai parlé, je devais vous le montrer. Pareil, hein, je laisse les liens. Donc mon projet pour gérer les clusters, il est créé, il est accessible. Une autre chose aussi qu'on a faite, il y a ce qu'on appelle le GDK chez GitLab, c'est un kit de développement si vous voulez contribuer à GitLab. C'est juste une horreur à utiliser, parce qu'il faut que vous devez savoir faire du Ruby, du Go, du Node.js, du PG, du Redis, être super fort en infra et installer plein de trucs. Et si votre ordi ne fait pas un minimum de 32 Go, vous aurez du mal à le démarrer. Et une fois qu'il aura démarré, vous aurez du mal à bosser. Donc globalement, si vous avez un truc à 8 Go de RAM, c'est mort. Et il y a un ingé chez nous qui a bossé avec des gars chez Gitpod. Et ils ont fait un GDK Cloud. C'est-à-dire qu'avec un poste, même avec un Chromebook, donc ça, ce sera mon prochain test, vous pouvez lancer le GDK installé. Enfin, vous n'avez même pas besoin de l'installer, il s'installe tout seul. Alors, il faut 5 minutes à peu près d'install au démarrage. Et après, quand il est lancé, vous avez le GDK plus un GitLab qui tourne avec les bases de données et vous pouvez commencer à coder. Alors après, pour moi, la code base de GitLab est un peu compliquée. Il y a du monde dedans, mais je trouvais que juste le fait de le lancer, d'avoir un GitLab qui tourne dans Gitpod, en fait, c'est juste un bon exemple de ce que l'on peut faire. Alors la question, est-ce qu'on peut faire tourner du cube dans Gitpod? Pas pour le moment. Quoique, il y a un ingé qui arrive à faire tourner du K3S dans un QEMU dans Gitpod, mais moi, je ne suis pas arrivé à le reproduire. Mais il l'a fait. Mais normalement, ça serait dans les tuyaux. Le GDK, je vous en ai parlé. Bon, de toute façon, il n'y a toujours pas l'image. Les runners, je vous en ai parlé. Il me reste combien de temps? 8 minutes? Moins 8 minutes. J'ai déjà dépassé, tu veux dire? Et là, vous voulez prendre le goûter. Les runners, je vous en ai parlé. Là, j'avais une super image d'une terrasse où j'étais en Espagne le matin à 5h du mat. Je n'arrivais pas à dormir. Non, c'était le soir parce que je tournais au gin tonic. Je le vois sur l'image. Et où je faisais du Gitpod avec un iPad. Parce que j'avais promis à ma femme de ne pas amener d'ordinateur en vacances. Et en fait, avec l'iPad, ça marche. C'est pas aussi confortable, hein, faut pas rêver, mais ça marche plutôt pas mal. J'ai appris pas mal de trucs. Les démos, alors, normalement les démos c'était fini à ce moment-là. Donc, et je voulais juste faire un petit truc sur pour le décideur, si vous avez envie de décider les gens chez vous. Imaginez un projet, je suis un vieux chef de projet ou un ancien chef de projet. Il y a des années, j'étais en société de service. Et j'ai monté des projets tout seul où il a fallu que j'installe une trentaine d'ordi, que je set up tous les postes avant que l'équipe arrive. Et j'aime pas ça. Et ça prend du temps. Et ça prend beaucoup trop de temps. Donc imaginez, je sais pas, un projet microservice avec différentes technos, du Go, du Rust, du Node.js, du Prometheus, du Grafana. Il faut que vous installiez tous les frameworks, la ToolShell, les IDE, les extensions. J'avais fait un petit calcul. Alors vous me croyez, s'il y a des gens qui sont en société de service et que je me gourre sur les TJM parce que je ne suis plus en SS2I depuis longtemps, vous le dites, mais c'est juste des règles de 3. Hein. Je suis parti sur une hypothèse d'un TJM à 600 €. TJM, hein, c'est le taux journalier moyen. Alors, je vois des gens qui font ça comme ça. Alors j'ai bossé pour des boîtes où c'était 350 aussi, mais et d'autres plus. Donc ça fait du 75 € de l'heure. Mettons que pour un poste, vous en ayez pour 3 heures à tout installer, enfin qu'un dev ait à mettre 3 heures à tout installer en disant monsieur, je ne comprends pas, ça ne marche pas, parce qu'on vous a filé que des juniors, c'est normal. Que vous avez 30 personnes, ça va vous faire 90 heures d'install juste pour le démarrage de projet, ce qui va faire du 6 750 €.
Après, ça s'absorbe sur le projet. Si vous avez vendu des jours en plus aux clients, ça passe, quoi. Demain, avec Gitpod, moi, à mon avis, c'est 15 minutes. Donc 0,25 heures, donc 7,5 heures. Donc vous avez un coût d'install de 560 €. Donc vous allez gagner plus de 6 000 €. La première fois, après, une fois que c'est fait, de toute façon, ça va super vite. Mais ça peut être un argument de décision. Nous, on faisait ça pour les temps de compile, pour se faire payer de la RAM et de la CPU sur nos ordi, quand j'étais dans une grande SS2I en 3 lettres connue. Vous avez la vision admin, parce qu'il y a des gens qui rechignent à mettre leur code à l'extérieur. Donc, comme j'en parlais avec un de vous, je crois par là, ça peut s'installer sur du Cube. Il y a une version gratuite qui peut s'installer sur du Cube, mais elle est limitée en nombre de users, si je ne dis pas de bêtises. Sur du Cube chez vous ou sur un Cube managé, bien sûr. Et ça marche plutôt pas mal. La vision développeur, pour ceux qui veulent bidouiller chez eux et qui ne veulent pas se payer un compte payant et qui ne veulent pas non plus s'emmerder avec un cluster Cube. Gitpod a open sourcé leur moteur de base. Donc ils ont appelé ça Open VS Code Server. Donc en fait, ce n'est plus ni moins qu'une image Docker à lancer. Donc vous pouvez la lancer chez vous sur un serveur ou sur votre poste. Et vous aurez le cœur de Gitpod. Alors ça, vous n'aurez pas tous les services et toutes les possibilités que le service SaaS amène, mais vous pouvez imaginer vous faire vos propres images Docker à partir de l'image de référence et avoir des IDE spécifiques à des projets, ou fournir ça à des clients pour des démos ou des POC ou des vérifications de projets, tout ça. Et ça marche très bien et ça se lance en une commande. Je vous l'aurais bien montré, mais ce n'est pas possible. Pareil, dans les slides, de toute façon, c'est montré, il y a les lignes de commande. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a ce qu'on appelle le Gitpod Local Companion. C'est ce qui vous permet de faire du tunneling entre Gitpod et un VS Code. Et en bêta, entre IntelliJ et du VS Code. Et je crois qu'il y a, comment s'appelle le IntelliJ dans le web, Projector, merci, qui va pouvoir ou peut se connecter à du workspace Gitpod. Bêta, toujours. Voilà. En fait, moi, j'utilise que les trucs qui marchent. Et Thierry il teste tous les trucs qui ne marchent pas. Oh, mais c'est mort, j'ai plus besoin là. Non, j'arrive à la fin, donc j'aurais tenté la présentation sans slide. Quoi que j'ai fait ça, c'était ça. Donc, alors, j'avais un slide, il y a marqué, voilà, c'est fini. Donc, merci pour votre patience. Désolé pour le manque de démo, ça aurait été plus visuel, parce que l'objectif, c'était quand même de vous convaincre que Gitpod, c'est top. Moi, j'ai même un projet que j'appelle Bob. Alors, pourquoi Bob? C'est parce que c'est une référence au bouquin We Are Legends, We Are Bob, où nous sommes beaucoup, et où c'est des clones de gars qui se reproduisent. Et j'ai un ordinateur sur GitLab, toute ma config que j'utilise régulièrement. Ça me permet de tester plein de choses. Et si je pète quelque chose, c'est pas grave, c'est un ordinateur à source finalement, et je le relance. Et j'ai plein de scripts qui me permettent d'aller créer avec l'API GitLab d'autres projets et de leur balancer les scripts de config Gitpod. Donc ça me permet de créer des side projects encore plus vite. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour la présentation déjà. Et j'avais une question. Moi, quand au boulot, on m'a dit peut-être qu'on va passer sur des ordis sur le cloud machin. J'ai fait une réaction cutanée, c'était incroyable. Ouais. Parce que je me suis dit, on va m'enlever mon PC, je vais plus pouvoir être admin de mes trucs machin. Ça va être envie de mourir en fait. Du coup, est-ce que vous recommanderiez ça, parce qu'effectivement ça a l'air incroyable, mais genre pour demain j'arrive dans mon équipe, je leur dis les gars on passe sur Gitpod, on va être que dans le cloud. Est-ce que vous recommanderiez ça ou est-ce que pour une utilisation vraiment genre tous les jours industrielle, c'est pas encore ouf? Alors, je recommanderais ça pas à 100%, mais quasiment. Alors moi, j'ai 52 balais. J'ai fait pas tous les métiers qu'on peut faire en société de service, mais presque. Et à chaque fois, j'ai eu des postes où je n'avais pas les droits d'installer quoi que ce soit. Donc, où il fallait que j'aille soudoyer les gens qui s'occupaient des postes, ou que je bosse avec mon propre PC, ou que j'amène des clés pour booter sur Ubuntu, ou que je hack la machine. Enfin, c'était. Et ça, déjà, tu perds du temps. Et en plus, t'es pas content. Donc, finalement, t'es grognon. Et les gens grognons sur un projet, c'est pas bien. Là, l'avantage, c'est que tu as tous les droits dans Gitpod. Donc, tu fais ce que tu veux et tu pètes rien. Donc, ça, c'est bien et c'est pour ça que je le conseille.
Après, mon petit bémol est que si tu fais du développement Java, ça sera pour l'instant jamais aussi confortable qu'un IntelliJ. Mais c'est pour ça que justement, IntelliJ peut discuter par contre avec les workspaces Gitpod. Donc l'avantage, c'est que tes configs, par contre, tu les as. Donc pour moi, je suis intimement persuadé que c'est un excellent outil sur des projets de manière professionnelle. La partie à 100%, ça serait sur des projets JS, Rust, Go, et peut-être d'autres trucs. Après, je ne connais pas tous les langages, mais ceux-là, je n'ai jamais senti le besoin d'avoir autre chose qu'un VS Code. De toute façon, si dans un projet, tout le monde utilise du VS Code, c'est exactement la même chose. Donc là, oui. Après, j'ai essayé de faire du Java. Alors, je ne suis pas très bon en Java, mais j'ai essayé de faire du Java avec VS Code. J'y arrive. C'est quoi le LSP là, qui est fait justement, Julien Dubois en parlait juste avant, qui est fait avec Red Hat, il est excellent. Mais pour un débutant, tu n'as pas le confort que tu as dans un IntelliJ. Si tu veux faire du Kotlin, par exemple, dans VS Code, le LSP, l'extension Kotlin dans VS Code, je crois qu'elle a été faite par un étudiant, il n'a pas le temps de le maintenir, et dans Gitpod, ça ne marche pas. Donc, tu vois, pour un projet Kotlin, ça n'irait pas. Sauf quand tu auras ça sera officiel, le lien entre IntelliJ et Gitpod. Après, moi, je trouve que c'est un super service, un super outil. C'est aussi, comment dire, tu vas économiser de l'argent, de toute façon, que ce soit sur le temps, même sur le prix des machines, des choses comme ça. Une autre question? Ah, ouais, mais non, tu peux pas, rien, ça marche pas. Bon courage. Merci de votre patience.